bonjour à tous et je remercie les organisateurs de m'avoir donné la parole. Donc ce que je vais vous présenter, comment dire, c'est une petite pointe de l'iceberg de ce qu'on a pu faire sur le changement climatique. Il faut savoir que une des références mondiales pour les impacts du changement climatique sur la vigne, c'est une publication de 2005 qui a été produite ici sur la base des suivis de phénologie qu'on avait depuis 1956 sur le site de Berkheim. Donc on a une des plus belles séries de suivis au monde avec le suivi du Riesling et du Gewürztraminer à Berkheim. Donc on a aussi à Berkheim, ça a été mentionné, les collections de clones. Donc je rappelle que toutes les prospections de clones en Alsace ont été faites par l'INRAE et on a des jeux de données conséquents et on a fait une demande de financement auprès de la CTVA pour exploiter un peu mieux toutes ces données. Donc là, je vais vous faire un petit focus en fait, sur les outils qu'on a pour faire de la prévision des impacts du changement climatique dans le futur. Je pourrais vous parler des impacts en détail sur l'acidité, sur la phénologie, sur les arômes, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Je vais simplement faire un focus sur les outils de prévision des impacts. On a des contraintes climatiques à surmonter, donc je ne vais pas redétailler tout ça. Mais risque de gel printanier, cette présentation, je la fais régulièrement depuis longtemps. Je veux dire, ce risque de gel printanier, ce n'est pas aujourd'hui, à cause du contexte de ces jours-ci, que je l'ai rajouté. Les risques de gel printanier dont on subodore l'existence depuis 10-15 ans déjà, dès les premières modélisations. Une question sur la satisfaction des besoins en froid, ça c'est est-ce que les vignes pourront continuer à débourrer comme elles le font aujourd'hui, du Riesling, est-ce qu'ils seraient capables de débourrer comme ils le font aujourd'hui en 2050? Là, on a des interrogations là-dessus, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Décalage des coïncidences phénologiques et de la maturation sous forte température, donc ça a été évoqué, on a décalé toute la période de maturation vers des périodes chaudes de l'été. Tout ça, ça a des conséquences sur la dynamique d'accumulation des sucres, de dégradation de l'acidité et d'évolution des métabolismes secondaires. On a une diminution du rapport entre l'offre en eau et la demande. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une baisse de l'offre, mais c'est surtout qu'on a une augmentation de la demande. Et donc, on va avoir des modifications sur le confort hydrique des plantes. De la sécheresse atmosphérique, ça l'exemple, c'est une première diapo qu'a montré Thierry Dufour, c'est tout d'un coup 46 degrés. Là, les plantes ont beau avoir de l'eau au sol, eh bien, l'eau quelque part, il y a des tuyaux, elle n'arrive pas à monter correctement dans les plantes et la plante peut souffrir de sécheresse à cause d'une sécheresse, vraiment d'une demande atmosphérique trop élevée. Des températures excessives, ça a été évoqué. Et tout ça, il faut tenir compte d'essayer de surmonter ces obstacles dans un contexte où d'autres choses vont évoluer. Donc, les teneurs en gaz carbonique de l'air vont augmenter et ça, c'est plutôt un effet bénéfique. Il y a une boîte noire qui est tout ce qui est sur le fonctionnement des sols. Là, il y a très peu de données. Comment ça va se passer si la pluie n'est pas répartie de la même façon dans le futur, s'il fait chaud, est-ce qu'on aura les mêmes capacités de minéralisation dans le futur? Il y a des interrogations là-dessus. Et évidemment, il y a tout un contexte aussi d'évolution de la pression des ravageurs et maladies, donc il y aura un point là-dessus tout à l'heure. Avec ce qu'on cherche, quel objectif? C'est maintenir de la productivité, c'est maintenir de la stabilité dans cette productivité, éviter des à-coups, évidemment garantir la qualité des produits et de la production de vins commerciaux. Je dirais que ça va avant l'aspect typicité. Quelque part, l'aspect typicité, c'est un support actuel. Est-ce que ça sera un support dans le futur? Ça sera ces sujets de débat. Et un enjeu qu'on n'aurait peut-être pas dit il y a 10-15 ans, c'est vraiment un problème de survie, de résilience des plantes à cause de gels successifs, à cause d'orages de grêle, à cause de maladies du bois, etc. Donc, comment on peut essayer d'anticiper le comportement de la vigne dans le futur? Il nous faut des simulations du climat. Donc ça, je vous montrerai ce qu'on peut utiliser, donc des simulations du climat du futur. On peut avoir une approche par analogie, je vous montrerai une diapo, un exemple. L'utilisation de l'indice de Huglin, qui est un indice assez général, mais assez pertinent, très pertinent, en fait. Donc, Thierry, tu avais montré aussi une diapo.
Et on a aussi ce que j'appelle des modèles mécanistiques, c'est-à-dire plus fins, qui vont permettre de prévoir de manière indépendante des stades de développement, voire des niveaux de rendement, voire des niveaux d'acidité, pour, d'une part, anticiper des comportements variétaux dans le futur, mais aussi essayer de construire des idéotypes. Comment, avec de la génétique, on peut essayer d'apporter des gènes qui permettent d'apporter des caractéristiques particulières. Rapidement, quelques mots sur les modes de conduite, et je conclurai ensuite. Alors, les simulations du climat du futur. Le premier niveau, c'est ce que vous attendez à la radio, c'est le GIEC. Et donc, le GIEC travaille sur ce qu'ils appellent des scénarios, là, des RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5, Representative Concentration Pathway. Donc ça, c'est le GIEC qui dit en fonction de on ne fait rien, voilà, le dernier on ne fait rien, le premier on va atteindre rapidement un pic d'émission du CO2 puis un déclin. Et donc ce chiffre-là que vous avez 2, 6, 4, 5, 6, 0, 8, 5, c'est l'énergie qu'il y aura par mètre carré en plus au niveau de chaque mètre carré de terre. Donc ça veut dire le 8.5, à l'horizon 2100, on aura 8,5 watts par mètre carré en plus. C'est comme si on allumait une ampoule en permanence de plus qui délivrerait une énergie lumineuse de 8,5 watts. Et donc là, il y a des teneurs en CO2 correspondantes. Ça, c'est le premier niveau. Donc, augmentation des teneurs en CO2 avec ces niveaux-là. Derrière la deuxième étape, c'est des météorologues partout dans le monde entier qui font tourner des modèles globaux d'interaction entre l'atmosphère, entre l'océan, entre les terres, etc. Ils injectent là-dedans des niveaux de CO2, donc de l'effet de serre, donc de l'énergie en plus, et ils essayent de prévoir le climat du futur. Donc il y a plein de modèles très compliqués là derrière, en fonction des échanges. Il y a deux instituts français qui produisent ces modèles. Donc c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, qui produit le modèle WRF, et le Centre national de recherche météorologique, qui est composé d'agents de Météo France et du CNRS, qui est à Toulouse et qui produit le modèle Alana Climat. Et donc ces modèles-là, en fait, nous fournissent, je vous montrerai après comment, à quelle échelle, des données sur la circulation atmosphérique et sur des températures à des grandes échelles. Des grandes échelles de l'ordre de Aladin, c'est une maille variable de l'ordre de 50 à 100 km². Donc ça, c'est des exemples de sorties à l'horizon 2071-2100, à l'échelle française. Aladin, avec le scénario le plus extrême, il nous prévoit 5 degrés d'augmentation, WRF 2.6. On est à peu près d'accord dans la communauté INRA, en fait, en France, d'utiliser plutôt le modèle Aladin qui nous paraît plus réaliste. Le WRF est en général plus optimiste que le modèle Aladin, mais quand on confronte aux données réelles, on est plutôt sur des trajectoires qui correspondent à Aladin. Là, on a des données à l'échelle de 50-100 km, des mailles de 50 à 100 km, et après, il y a une étape qu'on appelle la descente d'échelle, ou downscaling en anglais, c'est-à-dire qu'il simule des données météo sur une maille de 8 par 8 km. Ça, c'est une maille qui est utilisée dans un système qui s'appelle Safran pour reconstituer des données en temps réel actuelles, mais c'est la même maille qui est utilisée pour faire des projections dans le futur. Donc, ça se présente comme ça, ce sont des mailles de 8 par 8 km. Et donc, Colmar est au centre de la maille qui a le numéro 13270. Et tout ça, ce sont des données que tout un chacun peut aller chercher sur le site DRIAS, qui rassemble des différents scénarios, enfin, un croisement des scénarios climatiques du GIEC par les différents modèles WRF ou Aladin, et avec des données maille par maille. Donc, je ne sais plus combien il y a de mailles en France, mais enfin, on peut trouver la maille qui compte. Et là, j'ai dans mon ordinateur, que je n'ai pas là, mais des données journalières du climat sur la maille de Colmar jusqu'en 2100. J'ai de la température, j'ai de la pluviométrie, température minime, maxi, de la pluviométrie à cette échelle-là. Et donc, à partir de là, on peut commencer à faire des simulations du climat du futur. Ça, c'est le poste de Reims. Je n'ai pas refait l'exercice pour le poste de Colmar. Donc, c'est simulation du climat du futur avec pour le poste, la maille
correspond à Reims, avec le modèle Aladin et le scénario RCP 8.5, température moyenne annuelle entre 2005 et 2105, donc une variabilité, parce que les météorologues génèrent de la variabilité. Ils ont des outils pour créer de l'aléatoire dans leurs données. Et c'est quoi l'approche par analogie? C'est que là-dessus, je vais projeter les températures moyennes observées sur différents postes. Et ça donne ça. C'est les températures moyennes entre 1981 et 2010. Donc Dijon est là, Lyon est là, Montélimar est là et Montpellier est là. Ça veut dire que la trajectoire d'évolution du climat à Reims, eh ben, c'est le climat de Lyon en 2045, c'est le climat de Montélimar en 2070 et c'est le climat de Montpellier en 2100. Donc ça, c'est une manière de se projeter dans le futur et de dire, bah oui, si aujourd'hui on arrive à faire de la Syrah correctement à Montélimar, eh ben à Reims, la Syrah en 2060, ça ne sera pas un souci. Donc c'est la première approche assez globale par analogie. La deuxième, c'est utiliser l'indice de Huglin. Donc, Pierre Huglin était directeur de la station INRAE il y a quelques décennies maintenant, j'ai envie de dire, et il a proposé d'utiliser, de faire ce qu'on appelle une somme de températures. On cumule des températures journalières en donnant un petit peu plus de poids à des températures maxi qu'à des températures moyennes. On cumule toutes ces températures journalières entre le 1er avril et le 30 septembre et on obtient un chiffre qu'on appelle un indice de Huglin. Donc cet indice, il sert d'une part à caractériser un poste météo et d'autre part à caractériser la variété qui va bien avec cet indice. Ça, c'est l'évolution de cet indice de Huglin sur le poste de Colmar. Et là-dessus, je peux projeter ce que dit Huglin d'une variété adaptée, c'est-à-dire que le Cabernet Sauvignon ou le Merlot, il lui faut un indice de 1900 pour arriver à une maturité correcte. Vous voyez que Colmar dépasse le niveau 1900 requis, et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que dans tous les essais restes durs que l'on a juste en face de la route, le témoin rouge, c'est du Merlot. Donc on peut vous montrer des données de maturité du Merlot depuis une dizaine d'années sur une terre à maïs, on va dire, juste en face de la route. On va plus loin, ben voilà. Degré jour requis pour Grenache-Syrah, 2100, ben on commence à en approcher. Donc ça, c'est des données observées, hein, et je peux faire la même chose avec des simulations. Je vais à ce moment-là jusqu'en 2100 avec le poste de Colmar, avec du scénario RCP 8.5 et le modèle Aladin. Et donc, voilà, à partir de 2060, grosso modo, il serait possible de cultiver en Alsace des cépages très tardifs du sud-est, tels que l'Arabon. J'aurais presque envie de vous montrer des diapos, je n'ai pas prévu de le faire, montrer que ces trajectoires, en fait, dans le passé, on a été plus vite dans les évolutions que ce que prévoient les modèles. Je n'ai pas fait la diapo là, mais grosso modo, c'est pour dire que le modèle, même le pire, le RCP 8.5, il est presque en deçà de la réalité qui a été vécue jusqu'à présent. L'autre message qu'on peut avoir là, c'est que quelque part, l'Alsace, ça a été évoqué, des maturités de plus en plus faciles, on va dire, avec les cépages actuels, c'est des potentiels qui s'ouvrent. Jusqu'à présent, l'Alsace était en limite nord de culture de la vigne, quasiment, et donc ça a été évoqué aussi par Jean-Daniel Hering. Colmar sera peut-être le barycentre de la culture de la vigne en Europe en 2050-2060 et remplacera Montpellier en tant que barycentre de la culture de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces données aussi? Donc, on peut prévoir les stades de développement. Donc, je ne vais pas insister là, mais le débourrement, c'est conditionné. C'est assez compliqué de prévoir le débourrement parce qu'il y a un besoin de satisfaire des besoins en froid à certains moments. Donc, je ne vais pas insister sur ce qui est nécessaire pour arriver à amener une plante à débourrer. Une fois qu'elle a débourré, on a des systèmes de cumul de température, de réponse à la température et en face des besoins de température pour chaque variété qui nous permettent de faire des projections de stade. Cette diapo-là illustre la performance d'un de ces modèles avec du Riesling en Alsace. Donc là, ce sont des observations de date de stade du Riesling à Berkheim et les données de la maille safran de Colmar.
Donc, ce n'est pas d'une précision extrême. Hein. Mais néanmoins, ici, vous avez le débourrement, la floraison, la véraison. Qu'est-ce que ces chiffres-là? C'est l'erreur moyenne qu'on fait dans la prévision. Donc, ça veut dire qu'uniquement avec des températures, sur des données météo qui ne collent pas vraiment avec les données de stade, on a une prévision des dates de véraison autour de 3 jours. Okay. Et donc, à partir de là, on peut commencer à regarder ce qui se passe pendant les différentes phases du développement de la vigne. La diapo suivante, c'est ce qui se passe au niveau du débourrement. Et je vais vous montrer que ce qu'on vit là, les épisodes de jours de gel, eh bien, c'est quelque part quelque chose qu'on avait prévu, qui était prévu en 2018 avec des modèles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce travail? C'est un travail qui a été fait par des collègues de l'INRA de Bordeaux. C'est un graphique qui est un peu compliqué, mais qui concerne bien le Riesling en Alsace. Et il y a 3 bâtons dans 2 cases. La première case, c'est 1980-2009. Donc, ce sont des données historiques. Et là, c'est une projection dans le futur, 2070, 2071, 2100. 3 bâtons, un noir, un rouge, un vert. Les rouges et le vert, c'est des modèles de débourrement. Là, c'est le jour depuis le 1er janvier. Okay, 90, ça veut dire qu'on est à peu près au 31 mars. Là. Ce bâton noir, c'est la dispersion des derniers jours de gel. Okay, et ça, c'est la dispersion des dates de débourrement observées. Donc, on a un recouvrement, c'est connu, on peut avoir des jours de gel tardifs et des débourrements précoces, d'où le risque de gel. Ce qu'il faut voir dans ce graphique, c'est que les simulations, elles montrent que cette période, elle tend à se recouvrir. C'est-à-dire qu'effectivement, la date de dernier jour de gel avance plutôt en saison, mais les dates de débourrement avancent encore plus vite. Donc, le recouvrement entre ces 3 périodes a tendance à augmenter. Voilà, donc comment contourner ces risques de gel? Pour moi, c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'adaptation au changement climatique dans les décennies à venir. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la satisfaction des besoins en froid. Avec les cépages du Nord, c'est paradoxal, mais les cépages du Nord ont moins de besoins en froid que les cépages du Sud, a priori. Donc ça, c'est une autre inconnue qu'il faudrait essayer d'explorer. L'autre idée, c'est un schéma qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit au changement climatique, c'est ce que j'appelle la double peine. C'est-à-dire que vous allez voir qu'1 degré d'augmentation dans les scénarios d'évolution du climat, en fait, ça fait 2 degrés sur les températures vécues par la vigne pendant la maturation. Ici, vous avez les données réelles de Colmar, la température maximale journalière sur 30 ans, 1975-2005 à Colmar. Donc, maximum des températures au cours de la première décade d'août. Okay, si on prend les dates de véraison ici du Gewürztraminer pendant cette période-là, véraison à partir du, on va dire, 15 août pendant 35 jours. Ça, c'est arbitraire. Période de maturation. Si je projette cette période de maturation sur la courbe, j'ai une maturation qui est à peu près sous une température maximale de 24,8 degrés pour du Gewürztraminer. Température maximale. Changement climatique, ben ça veut dire que j'ai 2 choses qui s'accumulent. C'est-à-dire qu'à jour égal, j'ai une température plus élevée, mais je décale aussi la maturation vers des périodes plus chaudes de l'été. Okay, et donc là, je fais une augmentation pour 2 degrés ici d'augmentation. En fait, je fais une augmentation de 4 degrés de la température pendant la maturation. Et évidemment, quand je vais vers le scénario de 2070-2100, je me retrouve avec des véraisons comme ça a été déjà presque vécu, 20 juillet, 22, 23 juillet, et avec des maturations complètement en plein sur les périodes les plus chaudes de l'été. Et donc là, on a une augmentation de 7 degrés des températures vécues pendant la maturation. Température plus élevée, et évidemment, ça a été évoqué, jour plus long, plus de rayonnement, plus de sucre. Ça, on va inévitablement vers ça. Je vais passer rapidement, c'est le même exercice pour le Riesling qui passerait d'une véraison autour de fin août dans les années 70 à fin juillet à la fin du siècle, avec augmentation des températures pendant la maturation. L'aspect aussi qu'on peut projeter, c'est la satisfaction des besoins en eau. Donc là, c'est un indice qui est assez grossier, qui est la différence entre la pluviométrie et l'évapotranspiration, ETP. Donc c'est la demande atmosphérique.
3 situations. Je n'ai pas remis Colmar, mais la situation serait tout à fait comparable à Dijon. Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Dijon, Chardonnay, Avignon, Syrah. Donc, une augmentation du déficit, enfin, de la demande en eau dans le futur, essentiellement due à une augmentation des températures, et pas tellement à une évolution de la pluviométrie. Façon de voir les choses positivement, c'est-à-dire que même au pire des scénarios dans le futur lointain, il y aurait toujours plus d'eau disponible qu'à Avignon. Donc, il y aurait des possibilités de faire du Châteauneuf-du-Pape ou des choses comme ça en Alsace, même dans les horizons les plus lointains. La culture de la vigne resterait faisable. Et je reviens à l'idée qu'il y aura toujours des potentialités de culture de la vigne en Alsace, même à long terme. On essaye de prévoir le rendement. Et là, c'est des travaux de mes collègues de Montpellier. En fait, ils montrent assez bien que la fertilité des bourgeons, c'est-à-dire que les grappes qui vont sortir maintenant, le nombre de grappes qui va sortir maintenant, il est déterminé par la sécheresse qui a été subie entre 500 et 600 degrés jour après le débourrement. Ça, c'est des modèles qui mériteraient d'être testés en Alsace, mais on a des pistes pour faire ça. Si j'en viens à la qualité, ça a été évoqué, est-ce qu'on peut prévoir les teneurs en sucre? Moi, je ne me lance pas du tout dans la prédiction des teneurs en sucre dans le futur. Le potentiel de synthèse de sucre augmente, je vous l'ai dit, parce qu'on est en jour long, parce que les températures sont plus élevées, mais avec plus de stress hydrique, le bilan photosynthétique, je ne sais pas comment ça va se passer. Comment on intègre le niveau de rendement? Parce que, évidemment, la teneur en sucre des raisins dépend du rapport feuilles-fruits. Que sera ce rapport feuilles-fruits dans le futur? Je ne vois pas trop. Et c'est le même discours, comment intégrer la surface foliaire? On n'a pas d'outils pour prévoir la surface foliaire dans le futur. Sur l'acidité, on est un peu mieux doté. Ça, c'est juste un petit graphique pour vous montrer que le pH des raisins, il dépend de 2 acides organiques, l'acide tartrique, l'acide malique, et du potassium. Et donc, on a des outils qui permettent, ça c'est des données SIVA, merci Arthur, donc, des suivis du SIVA de parcelles en 2020, je ne sais plus combien il y a de points, mais il y a énormément de points. Et donc, on montre qu'on a une corrélation avec un R2 de 0,97 entre un pH qui est mesuré et un pH qui est calculé à partir des teneurs en acide malique, tartrique et potassium. Tout ça pour vous dire que, ça je vais passer vite, c'est pour vous dire que les teneurs, les quantités d'acide tartrique sont insensibles aux températures. Les quantités d'acide tartrique par baie sont insensibles aux températures, alors que l'acide malique, lui, est dégradé. Et on a ce genre de modèle, c'est-à-dire que si on exprime les teneurs en acide malique en fonction d'une somme de températures après la véraison, en fait, on peut montrer que les pentes dépendent des températures. C'est-à-dire qu'un jour à 20 degrés, ça veut dire qu'on perd 5% de l'acide malique, et un jour à 30 degrés, on va perdre 10% de l'acide malique. Donc à partir de ce genre de choses, comme je peux prévoir en fonction des températures la dégradation de l'acide malique, que je peux, à partir d'une teneur en acide malique, tartrique, potassium, calculer un pH, je peux faire de la projection de pH dans le futur. Je vais aller tout de suite à ce graphique-là. Ça, c'est quoi? C'est 2 génotypes qu'on a physiquement dans les parcelles à Berkheim, qui sont descendants d'un croisement entre du Riesling et de Gewürztraminer. Et ces deux génotypes, il y a leurs caractéristiques ici par rapport à leur acidité, en acide organique. Le génotype 205E, on mesure, alors c'est des millimoles par litre. Je ne peux pas travailler, quand je veux faire des additions de malique tartrique, je suis obligé de rebasculer en mol, je ne peux pas faire des additions de grammes. Donc moi non plus, ça ne me parle pas, je ne sais pas combien en grammes ça fait. Mais en tout cas, ça fait 120 millimoles d'acide malique, plus 154 millimoles d'acide tartrique, 223 millimoles de la somme des deux. L'autre génotype, 4078G, il y a à peu près la même somme, sauf qu'il a beaucoup plus d'acide tartrique. Et donc à partir de là, on peut jouer à projeter le comportement de ces 2 génotypes dans le futur. Et c'est le graphique que vous avez là. C'est le pH 30 jours après la véraison. 4 périodes, 2076-2005, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Le message, c'est simplement que dans les 2 cas, le pH des raisins va augmenter, mais alors que dans la période historique, on va dire, on a 0,07 points pH d'écart, comme il y en a un
augmente moins vite que l'autre parce qu'il est riche en acide tartrique, on aura un écart de pH qui va augmenter. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'on est capable de voir le gain, enfin, la modération de l'évolution de l'acidité en fonction de l'acide tartrique par rapport à l'acide malique. Quelques mots sur les modes de conduite. Donc ça, c'est un travail qui est utilisé de mes collègues de Bordeaux qui ont fait des projections dans le futur de l'effet des densités de plantation. Ça a été évoqué. Réduire les densités de plantation permet d'économiser de l'eau. Il y a une perte de rendement, mais ils ont montré qu'économiquement, c'était quand même intéressant d'aller vers des densités de plantation plus faibles. D'autres collègues de Montpellier qui ont quantifié les besoins en irrigation tout un bassin versant. Donc on a aussi des modèles de simulation des besoins en eau, on a des besoins, oui, on simule les besoins en eau, et donc ils montrent que dans le bassin versant qu'ils ont étudié, à l'horizon 2100, les besoins en mètres cubes, milliers de mètres cubes pour le bassin versant pourraient être multipliés par 2. Donc on est capable voilà, d'avoir des outils d'estimation des besoins en eau dans le futur. Et on a des outils aussi qui permettent de simuler, on a des outils en 3D qui permettent de simuler voir la température au niveau des grappes. Et de comparer, par exemple, un système, ça c'est une photo de vigne en Alsace, par rapport à de la Syrah au Chili, on est capable de modéliser l'effet de ces modes de conduite sur la température des raisins, donc d'imaginer des modes de conduite du futur. Voilà. Quelques mots de conclusion, des évolutions du climat qui, on ne voit pas comment elles ne se réaliseraient pas. Tout un aspect que l'on ne sait pas anticiper, donc les événements extrêmes, les maladies, les ravageurs. Et l'inquiétude qu'on pourra avoir par rapport aux jours de gel, en fait, c'est que apparemment, la France n'a pas eu un jour de gel aussi froid depuis 1947. Et ça, c'est pas trop attendu par les modèles. Bon, je pourrais revenir là-dessus. Il y a des hypothèses des climatologues pour dire que ce genre d'événement pourrait quand même être de plus en plus accidentel, mais aussi de plus en plus tardif. On a des outils de simulation du climat du futur sans lesquels on ne pourrait rien faire. On a des modèles de fonctionnement des plantes qui méritent d'être améliorés, mais on arrive quand même à travailler. On ne sait pas travailler sur les composantes du rendement, les teneurs en sucre ou les teneurs en métabolites secondaires. On a des variations, des plus, des moins, mais on ne sait pas les quantifier précisément. Ça n'a pas été abordé ici, mais évidemment, il y a tout l'aspect déplacement géographique qu'il faut prendre en compte. On a des modèles aussi, il y a plein d'équipes dans le monde qui travaillent aux possibilités de déplacement des vignobles. Et on a des outils qui permettent d'explorer les possibilités de la génétique et des modes de conduite, c'est-à-dire que nous, on arrive à déterminer des zones du génome qui permettent d'avoir des véraisons tardives, des zones du génome qui permettent d'avoir plus d'acide tartrique, des zones du génome qui permettent d'avoir plus de bourgeons secondaires en cas de jour de gel. Donc on arrive avec des outils de génétique à imaginer des idiotypes. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit là. L'intégration des effets de région du génome est possible. Et on est en train d'essayer d'intégrer tous ces outils de modélisation dans un projet qui s'appelle Vitis Explorer, donc qui est financé dans le cadre du Plan national de dépérissement de la vigne, qui a un aspect de structuration des données, mais qui est aussi un aspect avec en particulier toutes les nouvelles variétés résistantes qui seraient inscrites, essayer de projeter leur comportement dans le futur. Je vous remercie pour votre attention.